Salam alaikum. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir deux invités parmi nous. Nous avons Aris Metref à ma droite et M. Habib Tangour à ma gauche. Donc, on va essayer de présenter les auteurs, par la suite présenter les œuvres Tawaham. Après, il y aura un débat entre les présents et les auteurs. Donc, on va commencer par M. Metref. Monsieur Metref est né à Souk, si je me trompe, une information me trouve ou le habs. Monsieur Metref est né à Souk Ghaznan le 12 mai 52. Dans le 21. Le 21. Ah, déjà là, bismillah. Aïe, bismillah. Le 21. Ceci dit, c'est pas grave. Il a vécu à Bouira, puis à La Rouad et puis à Alger à partir de 1956. Élève de l'Institut d'études politiques d'Alger. Il devient journaliste en 1972. Il collabore notamment avec l'unité Révolution africaine, El Moudjahid, Algérie Actualité. En janvier 1993, il crée avec Tahar Djaout et Abdelkarim Djaad l'hebdomadaire Rupture, dont il est le rédacteur en chef. Après l'assassinat de Djaout, il part en France en 1993 et retourne en Algérie jusqu'en 2001. Il collabore au quotidien londonien The Guardian, aux revues Autrement, Maghreb Mashraq, Panoramique et la rubrique Monde dans l'hebdomadaire Politis. Il donne également des conférences en France et ailleurs dans le monde. Et après avoir publié de nombreux ouvrages, il se met à la peinture en 2003 et il expose en 2014. On va parler maintenant des œuvres de M. Metref. Je vais citer quelques œuvres, pas tous. Parmi les œuvres et les poèmes, il a des recueils de poèmes. On va citer Mourir à 20 ans, édition caractère, publié à Paris 1974, pardon. Abat-jour, préfacé par Jean Bellegrini, illustré par Claude-Henri Bartholdi. Sur l'autre table, à mon avis. C'est juste pour la vidéo mais après la غبلونا المهم عم يقولوا لكم ادونا معنا بعد كنا. On a Prométhée l'amour, dessin par Hamid Boucher, que vous connaissez aussi, dans les éditions Domaine, publié en 2009. Nous avons des romans, notamment Douar, une saison en exil, chez les éditions Domaine en 2006. On a le roman de Kabylie ou le livre des ancêtres, édition Safraber, si je ne me trompe pas, en 2010. Nous avons aussi Mes cousins des Amériques, ici présent, chez les éditions Coucou en 2017. Salam alaikum. Ça va? Nous avons aussi des livres consacrés au théâtre, notamment Priorité au basilic, préfacé par Abdelkarim Djaad, illustration de Dilemme, chez les éditions Domaine, publié en 1997. Nous avons La Nuit du doute, préfacé par Nordin Saadi, illustration de Ali Silem, Domaine, publié en 1997. Nous avons L'agonie du sablier, préfacé par Belkacem Tatem, illustration de Denis Martinez, que vous connaissez, monsieur Mustafa, chez les éditions Domaine en 2003. Nous avons un des essais, L'Algérie, la vérité, mais pas toute la vérité, chronique de 1996 à 2002, publié en 2002. Et nous avons aussi, vous avez réalisé des films documentaires, notamment Une journée au soleil, réalisé en 2017 avec Marie-Joëlle Rupp. Il a eu le grand prix du film documentaire au Festival international du film Amazir, Isni Naout, en 2018. Donc, on a à peu près fait le tour de vos œuvres. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de présenter les deux romans qu'on va citer plus tard. On va passer à M. Tangour, M. Habib Tangour, donc écrivain, anthropologue et surtout, et toujours poète. Né à Mostaganem en 1947,
Il part en France en 1959, revient en Algérie en 1972. Il enseigne à l'université de Constantine de 1974 à 1994, puis à l'université d'Ivry-Val-d'Essonne et à Paris 7. Il publie notamment Tapapa Titak, la poésie en 1976, Le vieux de la montagne en 1983, le Sultan Galiev ou la rupture des stocks 1987. Nous avons aussi l'épreuve de l'arc en 1990, Jean de Most en 1997, le poisson de Moïse en 2001. Nous avons aussi traversé en 2002, Salah Bey, Gravité de l'ange et l'arc de la Socratis. Le maître de l'ange. Oui, parce que nous avons du théâtre aussi avec Salah Bey en 2013, Les animaux de Negmaria en 2021 et aussi Captive sans éclat. Et les récents ouvrages parus en France, nous avons Entre Traces, publié en 2024, c'est quelques mois de ça, chez les éditions Non-Lieu. Nous avons aussi Déserté avec M. Koreshi. C'est un livre, c'est un beau livre avec de la poésie et des dessins et des gravures de M. Koreshi. Voilà. Monsieur Tangour a eu des prix internationaux, notamment le prix international de la littérature francophone de Benjamin Fonden en 2022 et aussi récemment le prix de Dante Alighieri en 2023, décembre 2023, c'est ça, de la poésie pour son œuvre poétique. Donc, et l'année dernière, en octobre dernier de 2020, non, pour la rencontre. Donc on a présenté Les Portes du Poème, présent ici. C'est un livre écrit par des auteurs, des écrivains, des poètes, des artistes en général, en hommage à M. Habib Tangour, qu'on retrouve dans Les Portes du Poème, notamment. Donc les textes sont réunis par Regina Keil, une seconde, Hervé Sanson et Hamid Tebouchi. Et nous, dans le livre, nous avons deux hommages de Mohamed Dib et de Adonis, que vous aurez l'occasion de lire dans le livre. Donc, j'ai fait un peu le tour pour présenter les auteurs et les invités d'aujourd'hui. Donc, je passe la parole à M. Metref, si j'ai omis quelque chose, et pour présenter la première œuvre, Rue de la Nuit. D'abord, merci. Et merci pour le travail, hein, parce que j'ai vu que tu as pris toutes les couvertures. Merci, je suis vraiment ravi d'être à Mostaganem, mais en plus avec Habib, on s'est vu partout sauf à Mosta. Je lui ai dit un jour, on se verra à Mosta. Eh ben c'est fait, tant mieux. Voilà, avec Habib, on se connaît depuis très longtemps et je crois avoir été le premier à faire un article sur toi, voilà. Sur un samizdat, voilà, sur un livre, c'était le Sultan Galiev qui était publié en Ronéo, voilà. À Oran. C'était Djarloul qui à l'époque avait... Il avait atterri, je sais pas comment, à la rédaction, donc j'ai lu ça. Et comme c'était Sultan Galiev ou la rupture de stock, il y avait un colloque, je sais pas, une société nationale sur les ruptures de stock. Alors ils ont demandé, Djarloul a envoyé, c'était un trait d'humour, il a envoyé en me disant, je me demande ce qu'ils ont pu lire. En tout cas, Araski, c'était le premier à avoir vu, c'était ce qu'on appelle les samizdat, c'était à l'époque de l'Union soviétique, les gens qui faisaient circuler les textes. Et moi, comment je l'avais écrit, à l'époque, j'étais enseignant à l'université de Constantine, et je mettais les feuilles au milieu parce qu'on avait listé, à l'époque, c'était les ronéos. Et donc, je ronéotais quelques pages, je les mettais dans les cours, et donc la première page, c'était le cours, parce qu'ils vérifiaient, bon, ils regardaient le cours, et après, je réunissais toutes les pages et j'avais mon livre. Voilà. Au départ, j'ai écrit beaucoup de textes que je faisais circuler comme ça, avant d'être publié, parce que la publication est venue beaucoup plus tard.
sauf le premier livre qui était paru chez Oswald, c'est un cas à part. Bon. Alors, donc j'avais trouvé le texte très intéressant d'un point de vue littéraire, poétique, etc. Et en plus, il posait un problème qui allait devenir une réalité douloureuse en Algérie, parce que c'était vraiment... Sultan Galiev est un personnage qui a existé en Union soviétique, il représentait les républiques orientales de l'Union soviétique, et il posait le problème de l'islam et le socialisme. Le communisme, hein. C'était visionnaire. Bon, à l'époque, c'était au début des années 80, ou 79, quand il a fait ce texte, quand il a publié ce texte, on était très loin de penser que ça allait être, qu'on allait arriver malheureusement à régler la question dans le sang. C'est-à-dire que cette question allait se poser dans le sang plutôt que régler. Voilà. Donc c'était pour rendre un petit hommage à Al-Habib, qui a quand même une littérature visionnaire. La preuve en est, à ma connaissance, c'est le premier à avoir posé ce problème-là. Donc Sultan Galiev, qui est là quelque part, qui est devenu qui a été par la suite publié par Sinbad, c'est ça? Voilà. À l'époque, les livres de Sinbad, on les trouvait dans le plus petit patelin, d'ailleurs, ça se trouvait partout. Oui. C'est à cette époque-là, les 3 livres qui étaient parus chez Sinbad étaient partout, dans toute l'Algérie. Et ça coûtait, des fois je les achetais à 37 dinars, le vieux de la montagne. Jusqu'à il y a quelques années, je le trouvais avec tamponné 37 dinars. Ben là, puisqu'on en est aux anecdotes, en 2005, je suis allé à Tamanrasset. J'ai baladé dans la ville, et il y avait une espèce de boutique où ils vendaient des papeteries, les parfums, etc. Et j'ai vu de vieilles revues comme ça. Et je suis rentré à l'intérieur. En fait, c'est l'ancienne librairie de la SNED. De Tamanrasset. De la SNED, oui, de Tamanrasset. Je suis rentré et il y avait... et j'ai trouvé des livres... Sultan Galiev, j'ai trouvé des livres de Malek Alioula, que je lui ai emmené d'ailleurs. Et je les ai achetés en 2005, ça coûtait 60 dinars. 2005, hein. C'est-à-dire que le dernier des livres coûtait déjà 500 dinars, enfin 400, 500 dinars, ça coûtait encore. Enfin, c'était juste une petite introduction pour dire comment j'ai rencontré en tout cas la littérature de Habib Tengour, que j'ai continué à suivre à ce jour, parce que d'abord on se voit, ensuite je trouve son travail très original et très particulier. Il ressemble à aucun autre dans le contexte de la littérature algérienne et même maghrébine. Hein, c'est quelque chose de très particulier, mais il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors, moi, je suis censé parler de Rue de la Nuit, c'est ça, hein? Alors, j'ai fait ce petit roman en 2019. Malheureusement, il est sorti au moment où il y avait le confinement, donc il n'a pas du tout été, il n'a pas pu circuler parce que on n'a pas pu organiser de vente dédicaces ni de discussions, etc. Entre-temps, j'en ai fait un autre qui s'appelle Les gens du Peuplier l'année dernière. Mais là, cette année, on l'a ressorti un peu celui-là avec mon éditeur pour le faire un peu connaître, parce que les circonstances ont été injustes à son égard. Et c'est un petit roman de 102 pages qui se lit très vite, enfin, qui pourrait se lire... À la japonaise. Voilà. Les romans japonais, voilà. Inoue et tout ça, font des romans très courts. Voilà, comme les plaisanteries les plus intéressantes sont les plus courtes. C'est un très bon. Enfin, je l'ai lu. Je sais pas du tout raconter les romans, parce que si je savais les raconter, je les aurais pas écrits. J'aurais fait juste le résumé. Mais c'est une histoire comment dire, c'est une histoire qui se passe dans un quartier populaire d'Alger entre 1965
Et je rappelle pour les jeunes qu'en 1965, il y a eu un coup d'État en Algérie. On était à 3 ans de la fin du début de l'indépendance et il y a eu un coup d'État de Boumedienne. Voilà, donc on est passé d'une période d'exaltation de post-indépendance, l'indépendance recouvrée, etc., à ce qui a été quand même un choc. Ce qui a été un choc. Et en 1968, il y a eu un autre coup d'État, une tentative contre Boumedienne, mais qui a échoué. Qui a échoué. Et le roman donc c'est raconté par quelqu'un qui était enfant à l'époque, hein, c'est-à-dire c'est un regard d'enfant sur cette période-là. Pourquoi? Et cet enfant-là, quand il va devenir adulte, il devient enseignant dans ce quartier-là. Et pendant la décennie noire, au début de la décennie noire, il était enseignant et un de ses élèves a essayé de le tuer. Un de ses élèves a essayé de le tuer. Il y a eu un attentat contre lui qui n'a pas réussi, qui a échoué. Puis cet enseignant va quitter le quartier, puis l'Algérie, et puis il va traîner à travers le monde pendant 25 ans avant de revenir. Il revient, il retrouve son appartement et il a envie d'écrire. Il a envie d'écrire cette période-là parce que il y a encore ses amis d'enfance qui sont vivants, qui ont eu des parcours très différents. Hein. Beaucoup d'entre eux sont devenus renversés sont devenus islamistes et voilà. Et donc il se rappelle que quand même pendant 65, il y a un drôle de type qui arrive dans le quartier. Il va squatter une espèce de cave sous un immeuble et il est un peu truand, on ne sait pas trop d'où il vient, etc. Et quand il vient toujours au café des amis évidemment, il a l'air d'avoir une relation bizarre avec le patron du café, il a l'air de le connaître et tous les soirs il vient lui extorquer de l'argent pour aller acheter du vin et le boire avec ses amis dans la cave, etc. Et donc voilà, et dans le café c'est un peu l'agora du quartier parce que c'est là où les gens parlent, se racontent des histoires, écrivent même l'histoire avec un grand H, mais à leur manière, parce que ailleurs ils ont du mal à s'exprimer. C'est le seul endroit où ils arrivent à libérer la parole. Et entre-temps, les gamins inventent un jeu parce qu'ils n'ont pas de jeu. Ils ont inventé le tir aux ampoules. Donc il y a des lampadaires dans la rue et le jeu et il y en a il y a des tireurs d'élite, etc. Si bien que la rue qu'emprunte ce truand, et on ne sait pas si c'est un truand ou un justicier, etc. On a cassé les gosses ont cassé toutes les ampoules, c'est devenu la rue de la nuit. On l'appelait la rue de la nuit, voilà. C'est devenu la rue de la nuit, on a éteint toutes les... voilà, donc il y a des petites histoires comme ça autour des personnages. Il y a Zayem qui est le patron de la maison du drapeau. Ça s'appelle comme ça, la maison du drapeau, là où on enseigne l'amour du quartier, etc. Et puis il y a l'imam, le Cheikh Zouj. Alors il y a une hiérarchie du pouvoir. La maison du drapeau, ensuite la mosquée, puis on verra qu'à un certain moment dans l'histoire, ils vont finir par se confondre et puis la hiérarchie va même changer. Donc, mais on reste à l'échelle du quartier, hein, c'est-à-dire. Et puis un jour après plein d'histoires, etc. Et cette personne est très c'est un justicier, c'est-à-dire qu'il est du côté des faibles.
les gens qui se font opprimer, etc., quand il peut les aider, il est considéré comme un opposant, comme un... Et voilà, puis un jour il disparaît. Un jour il disparaît. L'histoire s'arrête là, on ne sait pas trop. J'espère que vous n'avez pas raconté toute l'histoire. Non, 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 j'ai pas raconté toute l'histoire. Heureusement. C'est très court, mais c'est très dense. C'est très dense. Oui. Donc, on va passer à Monsieur Tangour. Avant de parler de vos œuvres, j'ai envie qu'on parle de la collection Poèmes du Monde que vous dirigez chez les éditions APIC. C'est un travail très important, notamment pour la poésie en général, mais aussi pour nous, les lecteurs algériens. Donc, je vous cède la parole pour en parler amplement. Il s'agit, comme les livres qui paraissent à l'étranger coûtent cher pour les jeunes ici, je me suis dit, c'est la première expérience, c'est de publier des œuvres originales en Algérie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'acheter les droits de reproduction. Comme j'arrive à un certain âge et que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les jeunes poètes ici, et que je connais pas mal de poètes dans le monde, ils peuvent me donner des textes gratuitement, sans demander, on leur donne quelques livres, et des textes originaux. La collection, elle se présente, il y a le recueil. Quand le poète ou la poète écrivent en français, c'est le texte, il est écrit en français. Quand c'est dans une autre langue, en arabe, en anglais, en allemand, il y a le texte original et la traduction en français. Dans cette collection, j'ai déjà traduit 2 auteurs américains et je traduis une auteure aussi américaine qui va sortir la prochaine fois, et j'ai traduit un auteur allemand. Voilà, donc c'est des auteurs que je connais. La collection, on a déjà en France, elle commence à être connue. J'ai eu 3 autrices qui ont obtenu des prix en France grâce à leur recueil. Et maintenant, on a un diffuseur. On a un diffuseur dans le monde, et donc les gens peuvent commander les livres, et beaucoup de gens me demandent. Alors j'espère, j'ai le plus grand poète suédois vivant, il est âgé. Malheureusement, j'ai 2 poètes français qui sont morts, qui étaient déjà âgés. Le premier, c'est Michel de Guy, qui est un des vieux grands poètes, et l'autre c'était Frédéric Jacques Temple. Il est mort à 99 ans et 8 mois. Je pensais qu'on allait fêter le centenaire. Et le livre, je pressais l'auteur, je lui dis fais-le sortir. Le livre est sorti, il avait 98 ans. Et on a fait une lecture. Il a présenté, j'ai présenté le livre à Montpellier, parce que moi, il est de Montpellier, et il était en forme, il a lu, c'était sa dernière lecture. Bon, voilà. Donc cette collection, malheureusement, elle ne se vend pas tellement, mais maintenant, en fait, elle se vend plus depuis l'an dernier en Europe, parce qu'on participe à des rencontres en Europe de poésie avec le diffuseur. Mais là, visiblement, les jeunes poètes qui veulent s'intéresser à la poésie, ils veulent tous écrire, mais ils lisent pas. Alors, c'est quand même, confronte-toi, c'est des grands poètes connus. C'est pour ça que les gens me demandent, parce que ils ont vu, et on peut recevoir maintenant l'aide du Centre national du livre en France, partout, c'est parce qu'elle est très demandée. Oui, voilà. Donc, après avoir parlé du travail des autres, on va parler de vos travaux, notamment le recueil État des choses et autre chose. Ça, c'est mon dernier qui vient de sortir. En fait, c'est un dernier, j'ai un peu triché, parce qu'il y avait des poèmes qui étaient déjà sortis avant. État de choses. Le titre était que État de choses. C'était chez un petit éditeur, mais les livres, je les ai repris. La majorité des textes qui sont là traitent de la période de la décennie noire. Des amis, j'ai un texte, certains textes, je les ai publiés à l'époque dans Alger républicain, après l'assassinat de Tahar Djaout. J'ai publié le texte ici, à Alger républicain. J'ai publié sur Balazar,
Le premier qui a été assassiné à Constantine, j'ai publié des textes pour lui, et puis il y a d'autres textes, si vous voulez, attendez. Le texte sur Djaout, au moins que je vous lise le texte sur Taha. Parce qu'avec Taha, on avait, des fois, on rigolait. Où est-ce qu'il est? Ah oui, sur la mort, 67. Il y avait Malherbe, un des grands poètes français, Malherbe, et à chaque fois, quand Malherbe vint, enfin, c'était un private joke, comme on disait, et le texte que j'ai écrit, c'est sur la mort d'un homme qui fut assassiné, et je reprenais qu'un indigne trépas éclot ta destinée. Ça, c'était les vers de Malherbe, et je l'ai fait, alors, quand les gens, dans la poésie, des fois, je fais un acrostiche, donc le terme commence « autre jeu à mourir en… » Alors, « autre jeu à mourir en chemin loin du but ». Voilà. Hagda, et donc à l'intérieur, il y a les vers, et c'est en alexandrin, mais c'est différent. À l'ami aujourd'hui, au revoir, au adieu. Usure, les larmes, le cœur dans un étau. Tu laisses femme et enfant dans la patience, rage ou parjure, à l'orée d'une déroute, et l'âme éplorée par le sang qui la cerne. Jour d'où surgit l'ombre immonde, menace, engoncée, le dogme hirsute prêt à l'emploi. Ailleurs, ni là vraiment, la vie ne se présente. Mort, cet adolescent que le temps bouscule, opiniâtre à devancer l'ordre assassin, usurpation, le sens déserte nos rivages, riboque d'un destin englué dans ses traces, irradiant à l'instant où l'oiseau minéral, rebelle au martyr, se résout en airain. Extase à la seringue, une Arabie nue, épaisse où sombre la raison, ô aveugle. Chatoiement des promesses, il n'y a pas de doute, hésiter c'est le grill, la rupture de l'alliance. Enrôlé, tu ne peux quitter le service. Mission où le péril s'évanouit dans la peur. Illuminé es-tu, et celui que tu braques, nulle interrogation, amnésie en cité. Lambeaux, ces mots, ils ne veulent plus rien dire. Ornement désuet d'un discours mensonger, il y a des rhéteurs pour tisser des éloges, nourrir un noir dessein par-dessus nos tombeaux. Dieu console les témoins, mais cet acte injuste, utopie médiocre aux visées souveraines. Barbarie, le duel s'annonce durement. Usage, la douleur à consoler. Accueil, toi qui souffres déjà l'ennui. Triste couleur. Merci pour cette lecture. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre par la suite. Oui, il y a d'autres. Je ne vous lis pas le dernier. Je ne lis pas. Donc, on va retourner à M. Metref. Donc, on a parlé de… Il vient de sortir, celui-là, cet été. La rue de la nuit. Maintenant, on va parler du deuxième roman, Les gens du peuplier. Donc, je ne sais pas si c'est la suite, mais ce que je sais, c'est que ça traite peut-être des mêmes personnages, du même lieu. Oui, c'est le même lieu. Certains personnages, en tout cas, c'est le même univers. Hein. Alors là, c'est une histoire un peu rocambolesque, oui. C'est un gars dans une cité aussi, dans la banlieue d'Alger, qui est enfant pendant la guerre, qui est enfant donc à l'indépendance, qui raconte la fin de la guerre à l'école, comment ça se passait dans le quartier, les voisins, et puis l'indépendance, comment on a vécu les premières années d'indépendance. Et puis après, alors il y a des histoires, c'est basé toujours sur un personnage. C'est-à-dire, chaque épisode est… C'est là.
Alors, il y a la première histoire, c'est ça se passe à l'école. À l'école, comment ça se passait à l'école pendant la guerre, parce que l'école de ce quartier a été réquisitionnée par les paras de Bijar. On est à Alger, hein, par les paras de Bijar qui occupaient le rez-de-chaussée. C'est une école où il y a 3 niveaux, un rez-de-chaussée et 2 étages. Et donc les paras sont au rez-de-chaussée, ils dorment là-bas, etc. Ils ont leur casernement. Et puis aux étages, les élèves prennent leur cours. Voilà, ça continue normalement, sauf qu'ils partagent la cour, les lavabos, etc. avec les paras. Et les paras, de temps en temps... C'est ouvert. Salam alaikum. Et les paras, de temps en temps, comme ils habitent là-bas, etc., ils prennent un élève, ils lui disent tu vas balayer la salle où ils dorment, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai emprunté à ma propre enfance, parce que j'étais dans cette école. Et quand le malheur tombe sur un élève et qu'il le fait, pour nous c'était déjà un happy. C'est-à-dire que le fait on peut pas refuser, hein, un gamin de 6 ans, 7 ans, et puis manque de peau, c'est tomber sur le caïd de la bande. C'est-à-dire celui, le bagarreur, etc. Et voilà, donc c'est des histoires de la guerre dans le quartier, racontées vues par les enfants. Comment ils voyaient la guerre, comment ils voyaient les militaires français, toutes les petites histoires. Après, il y a une deuxième histoire qui vient, c'est un jour dans un immeuble, un des immeubles de la cité, il y a une femme qui arrive avec 3 enfants. Elle est seule, elle a des enfants la dernière doit avoir 10 ans, les autres 12, 13 et un peu plus. Et les enfants portent des prénoms français. Alors, ils parlent comme nous, ils nous ressemblent, enfin, je veux dire, mais ils portent des prénoms français, voilà. Et ils arrivent un jour dans un camion avec quelques meubles, machin, ils s'installent et on ne sait pas qui ils sont. Alors la mère est un peu, elle s'appelle Aïcha, est un peu particulière, très, on croit qu'elle a des dents. D'abord c'était particulier parce que il n'y avait pas d'hommes dans la maison, c'est-à-dire il n'y avait pas de... Et puis bon, il y avait des familles où il n'y a pas d'hommes parce que on sait qu'il est en immigration, on sait qu'il est au maquis, on sait qu'il est mort, on sait qu'il est en prison. On est en 58, 59. Hein. Et là, elle arrive, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Et là, elle a des... On suppose qu'elle était infirmière parce qu'elle aide les gens dans l'immeuble, etc. Elle est très, très serviable. Et voilà. Et puis on découvre, un jour elle disparaît. Toute la famille disparaît. Et le narrateur, plus tard, quand il devient adulte, il enquête. Et parce qu'il y a un fait assez qui a marqué le quartier, c'est que un soir, il y avait du bruit chez elle, du bruit, mais vraiment un bruit bizarre. À l'époque, il y avait le couvre-feu, donc à partir d'une certaine heure, les gens ne sortaient pas. Donc, le lendemain, ils disparaissent tous, et on apprend. Alors là, je ne vais pas raconter toute l'histoire mais on apprend qu'elle avait un fils qui était OAS, qui est venu la voir ce soir-là,
Et les moudjahidines du quartier le savaient, sont venus le tuer là. Voilà. Et puis il y a aussi, enfin, il y a plein de personnages comme ça. Et le narrateur raconte un peu différentes phases de sa vie. Dans les années 70, il fait son lycée, etc. Puis il va faire des études de cinéma en Union soviétique avec un ami à lui. Il revient, il se marie avec une soviétique qui va vivre quelques années avec lui en Algérie, puis après elle part et lui reste là. Et puis il y a quand même, pendant la décennie noire, il se passe des choses dans le quartier, il est obligé de partir. Il va en France d'abord, où il va essayer de survivre, etc. Avec une formation de cinéaste. Hein. Il a fait le FGIG, la grande école de cinéma d'Union soviétique, est très connue, l'une des plus prestigieuses du monde. Et là, en France, il bricole et tout ça. Et à un moment donné, il va trouver le moyen de devenir, d'aller à Hollywood et devenir scénariste. Donc il va devenir scénariste, il va écrire un scénario, il va avoir un Oscar, et puis il va avoir une histoire d'amour avec la plus grande star d'Hollywood. Et donc il écrit un scénario et il a l'Oscar, et puis il décide de revenir dans le quartier pour donner l'Oscar. Il dit il ne revient pas, il revient à un ami d'enfance. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, et ça je pense que dans tous les quartiers d'Algérie, ça devait se passer comme ça, quand ils étaient enfants, ils allaient au cinéma. Toute la bande là, ils étaient une bande, ils allaient au cinéma. Et à un moment donné, ils n'avaient pas assez d'argent pour aller tous au cinéma, pour payer les tickets. Ils cotisaient et ils donnaient à l'un d'entre eux le ticket, et à charge pour lui de raconter le film. C'est-à-dire raconter le film. Évidemment, au début, il faisait ça à tour de rôle, c'est-à-dire chacun son tour. Et puis à un moment donné, on avait un qui racontait mieux que les autres, beaucoup mieux que les autres, et donc c'était lui. Ça lui revenait de droit, parce que un film d'1 heure, il arrivait à le raconter en 6 heures, etc. Et un jour, on lui donne de l'argent pour voir un film qui était programmé à l'Éden. La salle de cinéma s'appelle l'Éden, enfin du roman, hein, pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il devait voir un Hitchcock qui était programmé, et il revient, il leur raconte une histoire de Messinissa, sur Messinissa. En fait, il a inventé comme il a dépensé l'argent ailleurs, il n'a pas vu le film, il a inventé un film. Il a inventé un film. Pourquoi? Parce que son père a une bonne bibliothèque, etc. Donc, il a l'habitude de lire. Il est arrivé à raconter un film sur Messinissa qui n'existe pas. Un film qui n'existe pas, un scénario qui n'existe pas, il est arrivé à le raconter. Et donc ce gars-là, quand Hollywood, parce qu'il a retapé un scénario de quelqu'un d'autre, etc., ils lui ont demandé d'écrire un scénario, il s'est rappelé cette histoire, il a écrit, donc il le ramène pour le lui donner. Il dit, il n'est pas à moi, c'est pas moi, c'est lui. Il arrive au quartier, il ramène l'actrice, la grande actrice, mais il la ramène de façon, elle a été, maquillée pour ne pas être reconnue, incognito, etc. Il arrive au quartier, et
pour lui remettre. Malheureusement, son camarade était mort entre-temps et il met l'Oscar dans le café des amis, mais il y a une face, comment dire, il y a une séquence antérieure, parce que c'est un roman sur les affabulateurs. Dans le quartier, dans tous les quartiers, il y en a des gens qui racontent des histoires, etc. Ils avaient un affabulateur qui s'appelait Zampano, qui est le personnage de Fellini que tout le monde connaît dans la Strada. Et lui, ce type racontait des histoires. Il racontait aux enfants, il leur racontait des histoires. C'est un ami des plus grands, de John Wayne, c'est son copain. Enfin, il leur racontait des histoires comme ça. Et puis il leur dit, oui, il connaissait toutes les actrices, c'est des amis à lui, etc. Et un jour, les enfants l'écoutaient avec avidité, il les impressionnait, comment la vie qu'il a, etc. Et un jour, il leur raconte une histoire, et puis il dit, ouais, telle actrice m'a offert une cravate en or massif. Puis un des enfants qui lui dit, mais ça n'existe pas une cravate en or massif. Et alors là, ils s'aperçoivent que tout ce qu'il leur racontait, c'était du vent, que c'était pas vrai, etc. Et le narrateur le dit, on lui en a voulu, non pas parce qu'il nous mentait, mais parce qu'il s'est fait prendre. C'est-à-dire, il a rempli le charme. C'est pas d'avoir menti, d'avoir raconté parce qu'il s'est fait prendre. Et puis, bon, ils ont continué à l'écouter, mais comme ça, ils rigolaient, c'est devenu autre chose. Puis un jour, il leur a dit, voilà, alors on est en 67, je crois, et en 67, Visconti était venu tourner L'étranger à Alger. Il est venu tourner voilà, avec Mastroianni et Anna Karenine. Il leur a dit Anna Karina, voilà. Anna Karina, c'est une amie à moi. Allez, arrête, tu nous as raconté des salades, etc. Puis un jour, il la ramène au café des amis. Il la ramène. Alors, les gosses, ils ne savaient plus qu'est-ce qui était vrai, etc. Donc, l'autre, il fait la même chose. Alors, pour conclure, je voudrais vous lire juste la fin, quelques lignes. C'est pas une biographie, non. Hein? C'est pas une biographie. Pardon? C'est pas une biographie, non. Non, pas du tout, non. J'ai jamais été à Hollywood, pas fait des études en Union soviétique. Alors. Je sais pas d'où je vais faire. Tout était paradoxe, surgissant comme un vomi et une jubilation, tout en vrac dans un imbroglio, l'enfance au peuplier, les études avant et après l'indépendance, la dictature, la canicule, l'ennui, à te plaquer comme une feuille de journal contre le mur de la déshérence, le dégoûtage, un mix du dégoût et de l'âge qui avance, le foot et les mythologies afférentes, le lycée et ses histoires, puis le départ en Union soviétique, à la fois comme une rédemption et un naufrage, le retour flanqué d'Elena, l'immersion dans l'insignifiance d'un quotidien corseté par l'autoritarisme et la veulerie, l'abandon de tout rêve, si tant est qu'il en ait jamais existé un, puis était venu le temps des assassins et de la peur d'un nouvel exil. Âme en peine, âme morte, âme sans repos, errant à travers la topographie des exils, des villes et des pays des autres, et puis encore Hollywood, le salut et la rencontre avec Maya. Maya, c'est la grande actrice. Si je peinais à savoir d'où était partie cette histoire, comment elle avait sinué dans la broussaille de mes amnésies, et encore moins comment j'avais pu en récupérer quelques morceaux auxquels j'avais du mal à donner une colonne vertébrale,
j'aurais été complètement ahuri qu'on me prédise que au moment où je sirotais mon house à la terrasse de ma chambre d'hôtel, sa fin était si proche. Un peu plus tard dans la soirée, le téléphone sonna, c'était Mouloud. Allô? Eh bien, mon vieux, je crains que ton programme ne tombe à l'eau. Pourquoi, lui demandai-je? On vient de m'appeler, notre ami Baba Salem. On l'appelait Baba Salem, le gars qui racontait des histoires. Hein. Baba Salem vient d'être terrassé par une crise cardiaque. S'en est suivi un silence. Il ajouta enfin qu'il ne s'en est pas sorti. L'enterrement devait avoir lieu le lendemain. Je te tiens au courant. Je sortis l'Oscar de la valise. En le regardant, je pensais aussitôt à Baba Salem et à son génie de conteur d'histoire. Je me surpris à parler au trophée comme s'il s'était agi de Baba Salem lui-même. Tu vois, mon vieux, c'est toi qui m'as inspiré l'histoire de l'amour blessé de Massinissa. Nous étions adolescents et nous n'avions pas assez d'argent pour aller tous au cinéma l'Éden. Alors, nous avions trouvé cette astuce, rassembler toutes nos pièces pour payer le ticket à l'un d'entre nous, à charge pour lui de raconter le film aux autres. Au début, on avait tiré à la courte paille. Ensuite, ce fut à tour de rôle. Le jour où ce fut ton tour, Baba Salem, de nous raconter les 12 travaux d'Hercule qui duraient près de 2 heures. Toi, tu avais mis 6 heures à nous le raconter. Tu le fis si bien que nous avons décidé à l'unanimité que désormais, tu serais le seul à assister à la projection parce que toi, tu nous raconterais mieux le film que le film lui-même. Perdu dans mon passé, je n'avais pas vu que Maya était rentrée dans la chambre. Confus, j'interrompis mon monologue avec l'absent. Continue, ça fait du bien. Je l'entraînais sur le balcon. La nuit de mai enveloppée d'une douceur ouatée, les massifs de jasmin étoilés dans les effluves suaves se mêlaient au lourd parfum du chevrefeuille. Nous restâmes ainsi, accoudés côte à côte sur la balustre en pierre du balcon. Puis elle m'encouragea à poursuivre mon récit. Un jour, Baba Salem fit un autre usage de l'argent qu'on lui avait remis. On apprit plus tard qu'il s'était acheté des illustrés plutôt que d'aller voir L'inconnu du Nord Express de Hitchcock. Et le soir, au lieu de nous raconter un polar comme on s'y attendait, il nous entraîna dans un péplum qui était l'histoire d'une princesse carthaginoise qui se mariait avec un vieux roi berbère, ennemi de Rome, avant d'épouser Massinissa, autre roi berbère, allié de Rome, celui-ci. Son récit nous avait envoûtés et nous n'avions ni assez lu, ni assez vécu pour savoir qu'il partait de faits historiques. Plus tard, nous sûmes qu'il devait cette connaissance à son père qui était un grand lecteur, mais la magie de son récit était restée gravée dans ma mémoire. Voilà. Maya avait compris que je venais d'apprendre le décès de Baba Salem. Je la laissais aller à l'hôtel le lendemain et j'accompagnais Mouloud à l'enterrement. Le surlendemain, je téléphonais aux deux Lascar. Une voiture vint à l'hôtel. L'un d'eux conduisit et l'autre l'accompagnait. On va à Peuplier, dis-je. C'est avec Maya à mon bras que j'entrais au café des amis, comme jadis Zampano, avec une autre actrice, pour déposer l'Oscar sur une étagère où figuraient déjà quelques trophées remportés par les enfants du Peuplier. Personne ne sut que la fille au look hip-hop qui m'accompagnait était Maya Seydou, mais qu'importait, je savais moi qui elle était, et ce n'était plus la célèbre actrice, ni même son clone mexicain, mais seulement la fleur de mai venue de la terre du peuple maya pour être transplantée dans mon Peuplier. Voilà. Je rappelle que le livre Les gens du Peuplier fait partie de la shortlist du prix Mohamed Dib. Donc, c'est pour quand les résultats? Je sais pas. Ah non, donc, il est reporté. Donc, oui, le prix Mohamed Dib, parce qu'ils n'ont pas eu le financement pour donner le prix. On attend. Ils attendent. Oui. Donc, j'espère que le prochain prix, ça sera pour les gens de Peuplier. Inch'Allah. Merci pour cette lecture. On va passer au dernier livre. Donc, le livre c'est une histoire. C'est une histoire. Des pots engloutis. Il vient de sortir. البارح وصل. تما حنا اليوم غادي نهضروا les premiers en Algérie اللي غادي نهضروا عليه. Oui. Donc je vous cède la parole pour nous présenter cet ouvrage. Non, c'est l'ouvrage en fait, c'est un récit. C'est sur mon grand-père, mon père. Enfin, c'est un récit sur mon enfance.
mais il est lié à un livre que je suis en train d'écrire. Donc là, quand il parle sur la table écologique, le texte que je suis en train d'écrire, qui n'est pas fini, se passe dans la région, à Mzila, pendant l'établissement de l'état civil, 1890. Donc c'est un long qui... et là, ben, comme c'est un récit, je vais vous lire des extraits, et puis vous saurez, ça commence, c'est le grand-père qui raconte. C'est là que je suis né, à Yellel. Nous étions originaires de Mzila. Je n'ai jamais su pourquoi nous avions quitté notre terre. On racontait beaucoup d'histoires, démêler le vrai dans ce qui se disait. Quelle importance! Pourquoi les gens étaient-ils partis? Les Français, bien sûr, s'ils n'avaient pas été là. Les lois avaient permis le partage des terres de la tribu. Chaque famille possédait dorénavant son lopin qu'elle pouvait aliéner. Que de dissensions, de chicanes. Vendre son lot et quitter le douar, chose inimaginable autrefois, devenait possible. Les anciens l'interdisaient. Ceux qui partaient devaient laisser leur parcelle à un proche. Ceux qui vendaient étaient bannis de la tribu. C'était le commencement des mésententes, de ruptures définitives parfois. Les noms que les Français nous avaient donnés étaient enregistrés à la mairie de Cassaigne. Personne ne les utilisait. Les Français avaient établi l'état civil pour nous diviser et brouiller les lignages. Des frères se trouvaient affublés de patronymes différents. On nous imposait des noms ridicules, injurieux. Le monde changeait. Je n'ai pas interrogé pour savoir. Après ma naissance, mon père, avec son père et sa mère, ont déménagé à Clinchamp, où se trouvait déjà mon oncle Zine. Il travaillait chez un maréchal ferrant. Mon grand-père et mon père étaient charretiers, tous les deux. Ils gagnaient à peine de quoi assurer notre subsistance. Couscous aux légumes, macaronis, sauce tomate, ragoût de pommes de terre en automne, hiver et printemps. Galettes d'orge et pastèques melon, figues fraîches, figues de Barbarie ou raisins en été. La viande seulement à la fête du sacrifice ou à l'occasion de mariages, de décès et des fêtes votives des saints patrons de la tribu organisées par leurs descendants. Ma mère et ma sœur allaient souvent cueillir des plantes sauvages pour nos repas. Nous ne mangions pas toujours à notre faim, mais nous mangions tous les jours. Nous sommes tous inscrits à la mairie de Clinchamp. Mon frère Abdelkader est né 2 ans après moi, ensuite ma sœur Raya. Voilà, ça commence à peu près comme ça. Et alors, voilà. Ils étaient 10 patriotes en prison en juillet 1951, poursuivis pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Hamadou Hussein Ould Miloud, Bakhlouf Mohamed Ould Abdelkader Moulay Shrif, Di Hmida, Tangour Mohamed Ould Mohamed Di Belkala'i, Lahwel Mohamed Ould Si Al-Araj, ex-conseiller municipal, Giz Hashmi Ould Abdelkader Di Hashmi Ma'assakri, Abdel Wahab Mohamed Ould Si Mohamed Ahmed Ould Saïd Di Belaskar, Mzaja Mohamed Ould Habib, adjoint au maire, Ould Issa Belqasem, adjoint au maire, Cheikh Mostefa, conseiller municipal, Bangatat Mohamed Di Mahmoud, commis interprète au tribunal, a été laissé en liberté provisoire. Ils ont été inculpés d'avoir participé à une manifestation populaire jugée subversive par l'administration sur dénonciation de 2 anciens combattants. Ils prétendaient avoir été malmenés alors qu'ils protestaient contre des discours injurieux. L'un était l'oncle maternel de Mzaja Mohamed. Les prévenus auraient tenu des propos séditieux tombant sous le coup des articles 80 et 83 du Code pénal. Cette manifestation s'était tenue 2 mois avant les arrestations. Dans l'après-midi du 1er mai, après la prière de l'Asr, la Souiqa commençait à s'animer. Des militants du PPA ont commencé par petits groupes à haranguer la foule. D'autres s'adressaient directement aux consommateurs des cafés. C'était le moment où les diseurs et les chanteurs ambulants commençaient leur boniment pour attirer les badauds. Quand il y eut suffisamment de gens autour d'eux, Abdel Wahab Mohamed, Belaskar et Hamida Bakhlouf se hissèrent sur une table
pour déclamer contre la France à ce qui a été rapporté. Il faudra que vous suiviez notre exemple. Nous sommes en train de travailler pour le bien de l'Algérie. Nous n'avons rien à craindre et nous n'avons peur de personne. Nous allons suivre le même mouvement qu'au Maroc qui va être bientôt libéré. Celui qui doit mourir mourra pour sa patrie. Nous savons très bien qu'ici il y a des traîtres et des mouchards. Hachmim Assakri et Belkalaï Mohamed se haussèrent sur la borne fontaine. Il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'unisse, il faut aller contre les gendarmes et les policiers, car c'est à cause d'eux que nous sommes dans la misère. Si j'en avais les moyens, je commencerais par les retraités. Et Assakri fit le geste de trancher la gorge. Belkalaï prit ensuite la parole. Il faut lutter avec nous. Ceux qui ne sont pas avec nous doivent se rallier à nous. La France a exilé certains de nos chefs et en a mis d'autres en prison. Nous ne voulons pas être commandés par la France. Je vous demande d'être tous unis et de marcher avec nous, la main dans la main. C'est nous qui pourrons faire obtenir ce que vous revendiquez. N'ayons peur de personne. On entendit d'autres voix crier « Nous liquiderons la police d'abord, puis les anciens combattants ensuite ». Vous les musulmans, si vous avez le sang arabe, il faut que vous m'écoutiez et que vous me donniez la main. Qu'on soit d'accord sur la même parole. La France vient d'arrêter un député qui s'appelle Khida, et ce député est l'un de nos chefs. On l'accuse d'avoir constitué une bande de gangsters pour voler la poste d'Oran. Ils le font exprès pour nous enlever nos chefs au fur et à mesure, et maudits soient les parents de celui qui n'est pas d'accord avec nous. C'est ce qui a été raconté par la suite. Il y avait un ancien adjudant qui s'est mis à insulter les militants, déclenchant un début de bagarre. Depuis le mois d'avril de l'année dernière, suite à des perquisitions de police chez un militant du MTLD à Tébessa, ayant permis de récupérer un lot d'archives faisant état d'une organisation secrète, une répression féroce, selon les termes des tracts qui circulaient dans tout le pays, s'était abattue sur les militants nationalistes. Tout était prétexte à arrestation et torture. À Mostaganem, dès le mois de mars, l'union entre le MTLD et l'UDMA était réalisée en vue des élections de juin à l'Assemblée nationale. Les militants attendaient l'approbation définitive des deux comités centraux. Une réunion d'information du MTLD s'est tenue dans le local de la Souera, groupant une quarantaine de militants. Les prises de parole de Belkalaï qui venait de sortir de prison, c'est Hossein, le fils du cheikh Sidi Abdelbari, souverain, démocrate et social. Il demandait que l'on adopte une motion de soutien au sultan du Maroc dans ses prises de position contre la résidence générale. Pour terminer, il affirma que l'indépendance du pays était proche, étant donné la conjoncture internationale. La salle l'applaudit chaleureusement. L'anniversaire du PPA avait lieu le 10 mars. Mostefa Chir invita les militants chez lui. Ils étaient plus d'une centaine qui entamèrent l'hymne nationaliste en déployant les couleurs algériennes en guise de préambule à la fête. Abdel Wahab, un bulletin d'information en main, a lu un historique de la vie politique du parti en faisant l'éloge de Messali Hadj. Il évoqua les souffrances endurées par le peuple algérien et conclut en souhaitant l'indépendance totale de l'Algérie. Bagdadra a traduit en français les propos d'Abdel Wahab. À l'issue de la soirée, une quête pour permettre de recueillir un peu d'argent au profit des détenus politiques. Fait nouveau, les femmes et les filles des militants étaient présentes en grand nombre. Senia Berber s'était particulièrement distinguée. En septembre, Zadouqi Cheikh, professeur à la Médersa, l'éducatrice de Matmar, son président Mostefa Chir était détenu à la prison civile de Mostaganem depuis le mois de juillet et la Médersa était sous surveillance policière à cause des supposées activités anti-françaises et subversives menées par les membres de son comité, tous au MTLD PPA. Elle servait de lieu d'hébergement à des militants de passage dans la ville, a été arrêtée. C'est Mossan qui avait alerté l'inspecteur Garrigue. Il avait déjà failli être arrêté en juillet. Plusieurs dénonciations anonymes dont il était l'objet n'avaient pas été prises en compte, faute de preuves tangibles. Cette fois,
les faits étaient avérés et celui qui le dénonçait était un commerçant respectable de la rue Bourjoli à Tijdit. C'est son fils adoptif, Bouzien, âgé de 13 ans, qui lui a rapporté que leur professeur de langue arabe, Césadoré, leur disait que les Français étaient des colonialistes, qui les maltraitaient et faisaient souffrir, qu'ils vivaient dans le luxe pendant que les musulmans croupissaient dans la misère. Le père et le fils, voulant garder l'anonymat, n'ont pas été confrontés au professeur, mais entendus séparément. Mensonge et calomnie, s'était indigné Zédoré. Il enseignait les règles de grammaire et ne faisait pas de politique. Le commissaire lui fait remarquer qu'à la fête de l'Aïd el-Kbir, la semaine passée, durant la soirée récréative organisée à la Médersa, il avait tenu des discours incendiaires sous prétexte de religion et de vie du prophète, la remémoration du passé ne servant qu'à dresser les musulmans contre la France. Le dénonciateur a retiré son fils de l'école. Je m'appuie sur des archives. Non, j'ai consulté les archives qui sont à Aix-en-Provence, les rapports de police. Donc j'ai pu, ce qui est dit, c'est dans les rapports de police de l'époque. Juste une question, si je peux me permettre. Pourquoi toutes ces archives, j'ai l'impression que tout le monde, c'est à Aix-en-Provence, tout ce devoir concernant Marmati? Ah non, pas tout. Il y en a qui sont à Vincennes. Les historiens que oui. J'ai rencontrés me disent oui. à Aix-en-Provence. Oui, non, ça dépend les archives de l'administration sont à Aix-en-Provence. Les archives de l'armée sont à Vincennes. Et ça dépend des endroits, parce qu'il y a des archives qui sont arrivées, d'autres ne sont pas. Ça dépend du type de... comment ici, les choses étaient faites et organisées, et les rapports étaient envoyés ou pas envoyés. C'est Aix-en-Provence, Vincennes. Aix-en-Provence ou Vincennes, oui. Mais ici, il y avait, par exemple, le tribunal, il y avait, mais après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y en a, par exemple, un Kouka, je ne sais pas si vous connaissez Kouka, bon, m'avait parlé, Gali fi Barberousse, parce qu'au moins ils ont eu ça, bon, mais... Donc merci pour vos présentations, merci pour vos ouvrages. Donc on a eu un petit panorama littéraire de la poésie, de la romance, du récit historique et autobiographique. Donc je cède la parole aux personnes présentes s'ils veulent poser des questions, peut-être interagir avec ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc marhaba bikoum, tfadlou, la parole est à vous. ما تحشموش نورمال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكل كما قال بريكاتي الله يبارك الله صار بها ليسكريفا اون فاس الله يبارك كذلك جوجل سكريفا عندنا رياليزاتور الله يبارك عبد الرحمن يعني الصلاة تاعي ونقول سي لو سيت دي زارتيست هذا عندي عبد الرحمن مسيو المثل الكتاب تاعك لافي دو لا نوي صافي رابلي لا رue des Nuits qui existe à Alger. La rue Des Nuits. Ah oui, ah bah Oui, on passe de la rue Bonne. Pour marcher de la ville, c'est la rue des Nuits. Et vous avez cité un personnage très connu, le kitab ta'ak, concernant Bab Bassel. Oui, Bab Bassel, il est très connu, c'est un troubadour. oui. Il a existé le personnage, c'est Oui, un oui, bien troubadour, qui a dit où il passait à travers les quartiers d'Alger. Donc, c'était un noir, c'était un noir, du Mali, je ne sais pas. J'étais jeune à l'époque, où il dit donc les Castagnètes. Où il joue à la gare des quartiers, on l'appelait Babassin. Autre chose, puisque vous êtes un compagnon de route du département Djaoud, on voudrait bien que vous nous écriviez quelque chose sur lui, qu'on ne connaît pas votre facette. Parce que Djaoud, quand même, c'est un grand écrivain. J'aurais aimé qu'on écrive sur Mimouni, et je vois que vous avez été victime d'une décennie noire, puisque vous êtes parti en France avec les années de la décennie. Tout le monde était menacé de mort, cela va de soi. Alors on voudrait bien connaître votre facette, et puis il y a un livre très intéressant de nos cousins d'Amérique, ou je sais pas. Les amis, c'est ça. Oui, hein? On a fait très Nos cousins d'Amérique. Vous en avez une oui.
On voudrait bien nous donner un petit résumé sur la livre à nos cousins d'Amérique. Alors, je vais essayer de vous répondre sur... Je le bien, monsieur. Alors, pour Baba Salem, je me souviens aussi, parce que j'étais enfant à Alger, je me souviens de ce personnage. Et l'ami, on l'appelait Baba Salem parce qu'on trouvait qu'il ressemblait à... Au vrai Baba Salem. Voilà, au vrai Baba Salem qui avait une peau de bête sur la tête. De Biskra. Oui. Voilà. Pour Tahar Djaoud, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un ami, on a travaillé ensemble, on se connaît depuis qu'on était gamin quasiment. Il y a eu des travaux sur lui. J'ai fait des témoignages moi aussi. On l'a fait dans Rupture qu'on avait fondé ensemble. Le numéro d'après sa mort, on a fait des témoignages sur lui, etc. Maintenant, effectivement, il manque une vraie biographie de Tahar Djaoud, et ça, c'est pas parce qu'on le connaît qu'on a été son ami. Il faut être un vrai biographe, ce qui n'est pas ma profession. Il faut laisser il faut laisser les biographes faire leur travail. Évidemment, on me l'a demandé, ça fait 20 ans qu'on me le demande, mais moi, je suis pas biographe. Je peux parler de Tahar Djaoud que j'ai connu, mais je vais pas. Il y a eu des documentaires sur lui, il y a eu... voilà, donc ça c'est pour Tahar Djaoud. Maintenant pour mes cousins des Amériques, j'en ai pas parlé parce que c'était pas prévu, mais c'est un... Je sais pas comment le définir, c'est pas un grand reportage, c'est un voyage en Californie et au Canada, que je décris, que j'ai fait à des périodes différentes, et avec l'idée de raconter un peu deux choses. D'abord, de raconter les Algériens qui sont allés s'installer là-bas, etc. Comment, quand on est parti dans les conditions surtout après la décennie noire, ou à cause de la décennie noire, donc souvent à cause de situations très douloureuses, l'exil en soi est déjà douloureux, mais quand on traîne ça derrière soi, comment on arrive à s'adapter, à vivre, et les Algériens se débrouillent très bien, hein, c'est-à-dire ils y arrivent. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on a été nourri de culture américaine. Depuis enfant, cinéma, littérature, musique, etc. Donc je voulais voir ça sur place. Alors l'idée au départ, je voulais pas du tout, je voulais faire un voyage, je voulais aller à San Francisco, voir un café qui s'appelle le Vesuvio, qui était le café que fréquentaient les écrivains de la bête génération, qu'on appelle Kerouac, etc., et toute Ginsberg, etc. Je voulais voir ce café. Voilà. C'est là où Kerouac a posé un lapin à Ginsberg, ça m'a amusé. Il faut que j'aille voir ce café. Et j'y suis allé, mais j'avais pas du tout l'intention d'écrire. Et puis, je préparais un peu le voyage, mais j'étais pas sûr d'écrire. Hein. J'ai consulté un peu mes amis en leur disant: est-ce que vous connaissez des gens à San Francisco qui peuvent me guider un peu, etc. Et c'est Flag, que vous connaissez tous, qui m'a dit: tiens, je vais te donner le numéro d'un ami qui vit là-bas, etc. Et donc j'ai appelé ce gars qui s'appelle Dahman Dahmani, qui était
Il a été envoyé par Sonatrach dans les années 70 pour faire des études. Il est resté. Enfin, il n'est pas resté. Il a fini ses études. Il est rentré. Il a fait de très grandes écoles, notamment en informatique. Il est rentré. Il l'a envoyé à Hassib Saoud dans un bureau. Il lui offrait gracieusement El Moudjahid et le café tous les matins, mais il ne se voyait pas finir là. Alors il a racheté sa bourse, parce que ça a été le cas de beaucoup d'étudiants. Il a dit je démissionne, etc. Oui, si tu veux démissionner, tu rembourses tous les frais qu'on a consentis pour ta formation. Donc il est retourné aux États-Unis, où il a été recruté par de grandes boîtes d'informatique, etc. Et donc je l'ai appelé, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit j'aimerais bien visiter un peu, mais aller plutôt sur la trace des écrivains. Voilà, c'était ça mon but au début. Et j'avais pas l'intention d'écrire. Et puis, on est allé, on a fait les premiers jours, on s'est un peu baladé. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'emmener parce qu'on partait, il avait une voiture. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'emmener à Salinas? Salinas, c'est la ville de naissance de Steinbeck. Voilà. Dahmani, c'est un informaticien, hein, il n'a rien à voir avec la littérature. Et on arrive à Salinas, on est parti à Salinas, on se gare, il se gare devant un truc, et on tombe sur une plaque. Voilà le restaurant que fréquentait. Oula, pardon. Pardon. Que fréquenter, c'est devenu un argument publicitaire. Et puis on est allé visiter sa maison natale, là où il est né, là où est né. C'est devenu évidemment un petit musée avec, on fait la cuisine, etc. Et puis alors il faut voir cette ville, c'est incroyable. C'est une ville comme ça avec un long boulevard et en haut il y a dominé par une espèce de mont tabulaire un peu, on dirait qu'il a été construit, c'est pas une montagne mais et voilà une route, une avenue à l'américaine poussiéreuse, etc. Mais ça respirait l'ennui mais d'une façon incroyable. Et Dahman, quand on marchait là dans la rue, Dahmani me dit ah purée, quand on a grandi ici, soit on se flingue, soit on devient écrivain. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'écrire. Je me suis dit, vous ne pas vous flinguer. Hein? Non, j'ai trouvé ça, ça sortait c'était un cri du cœur, quoi. Hein. Donc après, bon, j'ai commencé à prendre des notes, etc., tous les voyages qu'on a fait. Et puis on s'amusait dans toutes les villes où on allait, on s'amusait à dire, parce que quand je suis arrivé à San Francisco, je descends d'avion, etc. Et il y a un cousin qui devait venir me chercher, un cousin des Amériques. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça mes cousins des Amériques. Il y a un cousin qui habite à une 50aine de kilomètres de San Francisco. Il m'a dit, je viens t'attendre à l'aéroport. Mais j'arrive, il m'a appelé sur le portable, il m'a dit, voilà, il y a un horrible embouteillage sur le Golden Gate, là, le fameux Golden Gate. Il m'a dit, j'aurai du retard. Il m'a dit, t'as qu'à sortir et m'attendre à tel endroit, je passerai en voiture parce qu'il y a beaucoup de circulation ce jour-là. Et puis voilà, me voilà, là, c'est la première fois que j'étais en Californie, en tout cas, parce que j'ai connu un peu le Texas, mais la Californie, c'est... Et puis, je raconte aussi quand même que ma génération, on hésitait à aller aux États-Unis, à faire le voyage aux États-Unis. Pour moi,
Pour moi, le visa a été délivré à partir du moment où Yessine est allé aux États-Unis, à New York en 88, je crois. Je me suis dit, bon, ça va, si Yessine y va, parce que plus anti-impérialiste que lui, ça n'existe pas. Donc si lui y va, un peu. Et j'arrive donc, j'arrive et j'attends. D'abord, je remarque que la plupart des chauffeurs de taxi étaient chinois. J'ai vu très peu d'Américains. Et enfin, très peu d'Américains, blancs américains, quoi, je veux dire. Ils étaient aussi. Et puis j'étais là, je sais pas, j'attendais, assis comme ça sur un truc. Et j'entends quelqu'un au téléphone parler en kabyle. Et là, par la suite, je vais raconter ça et à Dahmani. Et puis, on s'est mis partout où on va à chercher l'Algérien, parce qu'il y a un Algérien partout. Donc, c'était un peu la recherche du fantôme, et on va à Hollywood, justement. On va à Hollywood, on se gare, oui, il se gare. Je lui dis, moi, je voudrais aller sur les pas de Paul Newman, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, etc. Vous savez, il y a les pas des acteurs sur tout le boulevard Hollywood. Et je me rendais pas compte que c'était aussi loin, donc je laisse Dahman. Je lui dis, je reviens, et ça m'a pris plus d'1 heure. Hein. Donc je finis par trouver, je reviens. Et je trouve Dahman furieux, mais assis à l'entrée d'une boutique où ils vendaient des t-shirts, des casquettes, etc. Hollywood. Et il était furieux, il m'a dit, pourquoi t'es pas revenu? J'ai pris un procès à cause de toi, etc. Mais j'ai trouvé l'Algérien. Et l'Algérien, c'était le type, c'était un gars de l'Harrach. Moi, j'ai fait mes études à l'Harrach, donc c'est un peu un de mes quartiers d'enfance. Qui tenait cette boutique, voilà, ils vendaient des harrachis à Hollywood. Et donc voilà, on a fait, c'est un voyage comme ça, et puis avec toute une réflexion sur le phénomène de la culture américaine. Et puis de mon époque, hein, quand on était adolescent, dans les années 60 et puis un peu plus jeune, au début des années 70, ce rapport comment dire, d'attirance-répulsion avec le cinéma, la musique, etc., l'impérialisme, l'anti-impérialisme, enfin bref, tout ça. Et en particulier pour le phénomène hippie qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais plus jeune. Et après, je vais apprendre par la suite, parce que bon, là je dis dans ce livre qu'un voyage se fait 3 fois. Le même voyage, on le fait 3 fois. La première fois, c'est quand on le prépare. Parce qu'on se documente, on cherche des cartes, des historiques, des choses comme ça. On finit par avoir une connaissance des choses qu'on va voir. La deuxième étape, le deuxième voyage, c'est quand on fait le voyage lui-même. C'est-à-dire on va dans les endroits, on rencontre les gens, et souvent ça se passe pas comme on l'a prévu, etc. Et puis la troisième, c'est la plus intéressante, c'est quand on l'écrit. Parce qu'on a recueilli des choses, on se documente encore plus, etc. Et puis on confronte ça à ce qu'on a connu, à ce qu'on a préparé, etc. Et donc à la troisième phase, quand je me suis mis à écrire le livre, j'ai découvert que du temps de Boumedienne, où on tapait sur la culture occidentale, etc., Boumedienne a accordé l'asile politique à des dizaines de hippies. À des dizaines de hippies, dont même un de leurs papes, celui qui a inventé le LSD, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom est dans le livre, a été accueilli en Algérie en qualité de réfugié politique.
et ils étaient à Hammam Louane. Il leur avait donné, je sais pas quoi, des trucs à Hammam Louane. Ils partiront en 75 à Marbella, parce que après la mort de Franco, ils ont quitté l'Algérie pour s'installer. Et à Marbella, il y a encore des traces. Il y a de vieux épis qui sont encore installés. Et voilà. Donc, et puis j'ai fait, l'année d'après, j'ai fait un autre voyage au Canada. Où j'ai un peu essayé de voir avec une pointe à New York. J'ai pris le bus de nuit de Montréal à New York. Donc vous voyagez la nuit, vous arrivez au matin à New York. Et au Canada, c'était surtout pour voir un peu les Algériens qui sont installés là-bas. Voilà, mais c'est surtout. J'ai fait la Californie en 2015, l'été 2015, et les États-Unis, New York et le Canada en 2016, l'été 2016. Et le livre est sorti, je crois, en 2018. J'ai mis une année à peu près à l'écrire. Voilà, mais c'est surtout un voyage intérieur, hein. C'est plus un voyage intérieur. Donc je vous invite à lire Mes cousins d'Amérique et les autres ouvrages. Donc on aura l'occasion après la rencontre d'avoir une vente dédicace. Donc s'il y a... Il avait des questions. Justement, Monsieur Tango, si vous avez d'autres questions, d'autres interventions, Monsieur Tango, vas-y. نوض باش نشوف. انا توجور يبعثوا الشوك. سلمت لنا على اخواننا لي مويكو. وي. تاع كندا. برك البوام اللي قريتو مي البوام هذا تاع الكره. سمعت انا اللي طورها وبيبيها ومالتي. Ah non, mais c'est un récit, c'est un récit. C'est pas un poème, c'est un récit. صح. Donc c'est de l'histoire. Et c'est l'histoire de mon enfance. Il y a des histoires de ta chebani ta'i, ta jaddi, ta... J'ai compris, Oui, j'ai compris. c'est un récit. أنا قسمنا لي بوام. Ah bah les poèmes... قريت لنا تاع واحد لا قريت على جاوت. هو قريت شي حاجة جيب نقرا. Non, c'était pas traversé. C'était état de choses. Le dernier, ah ben le voilà. Hein. Donc il y a un parmi les derniers, puisqu'il y a état de choses, Wahed, qui était tout au début écrit, c'est sur. Ah donc on dit balak 111. Ah il est là. Dit le dit du thym et de l'olivier. C'est sur Raza. Hein. Dire la persistance du thym et l'olivier, bravant phosphore et oukase, chevillés au sol natal, dans la cendre ignée, magma confus d'une histoire saturée d'idiotie meurtrière, label de franche innocence à laminé voisinage indésirable, effaçage méticuleux d'un effroi, vacillation d'une aube enfumée, incline à dissimuler ses lubies nocturnes sous un loup vénitien, un galure à ruban, cramoisi et tabac aux armes d'outre-mer. Quiconque meurt à douleur, geint le poète ultra, par convention du jour ou paresse atavique, attraction impérieuse d'une métrique travaillée savamment à contre-courant. Radical, le vice est culturel, a constaté Fourier. La commune n'a pas duré 100 jours. Comment parer nos lendemains? Oui, on va. راخصها باغي ثم غادي يقرا لك وزيد اقراه من بعد زيد قراتي. Tiens, bon voilà, on va des Hadi Fatra, c'est sur l'écriture. À première vue, ce ne sont que des jeux incohérents, des remplissages grotesques, un non-sens exhibé, voire une impression de platitude, des variations formelles pour le plaisir d'une élite, un élixir. Le lecteur d'aujourd'hui s'ennuie devant la complexité des techniques mises en œuvre. Il n'entend rien à toutes ces expérimentations délurées du langage. Les journaux lui parlent autrement.
Chaque jour, une catastrophe nouvelle le plonge dans l'angoisse. Du sang éclabousse les récits rapportés, une trame d'éléments imprévisibles où se discernent mal les fils d'or de la broderie. La contrainte exercée fausse la syntaxe. Des décalages s'insinuent dans la distorsion du vocabulaire. La narration n'obéit à aucune causalité. Les événements se succèdent à l'identique. Cela amuse quelques stylistes qui voient là une liberté exemplaire. Mais les jongleries ne parviennent pas à faire taire les ventres creux. On se heurte de partout à un sens douteux. On cherche les mots qui tranchent pour avoir le dessus. En réalité, les choix restent restreints. Les noms prédominent sur les verbes et les adjectifs. Toponymes terribles, obscénités ciselées, blasphèmes irrémédiables, scatologie malsaine, noms d'animaux ou de gens répugnants, désignation de certaines parties du corps. Tout ça grouille dans une trivialité qui provoque un léger dégoût. Ça frise, je termine avec le troisième, ça frise la polyphonie macabre. On ne s'écoute plus au milieu du tableau. Chacun trouve son compte dans l'affaire, dit-il. Mais le compte n'est pas bon. Il ne s'agit pas d'un simple trait de plume. Tu vois combien le moindre mot pèse sur la langue. Le débusqué n'a pas été de tout repos. Tu souffres devant les contradictions du lexique, avec l'espoir de plus en plus réduit de trouver une issue. La parole n'est jamais libre, ni profuse, malgré les signes d'ouverture. C'est un saignement qui ne tarit pas, une couleur locale sans l'emphase du temps. Au-delà, un vide apparent produit un effet de contraste. Par coïncidence, j'ai reçu en MP la revue complète du mur de rue défunte, Awel. Ah oui, oui. Vous avez, c'était un numéro consacré à Jean Sénac. Oui, oui. Et comme par hasard, je trouve votre nom. Oui, oui, ben, je l'ai bien connu, Sénac. Elle est toute sur une très belle équipe sur Jean Sénac, un très bon poème sur Jean Sénac. Oui, oui. Voilà, le poète. Je l'ai bien connu, oui. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de présenter les œuvres de Sénac. C'est un poète que j'admire beaucoup, que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pratiquement ma génération ne connaît pratiquement rien de Jean Sénac. Et son combat, surtout son combat pour l'algérianité et pour la libération de l'Algérie. On commence à en parler. Si, ça Mais il en faut plus. Non, c'est-à-dire, on n'en parle pas beaucoup parce que de toute façon, quand on regarde bien, il y a très peu de recherches sur la poésie algérienne. Hein. Par exemple, Mohamed Dib, quand j'ai publié l'œuvre poétique complète de Mohamed Dib, j'ai fait tout un gros travail, les gens étaient étonnés. Pour la première fois, comment Mohamed Dib, tout le monde connaît les romans, mais pas la poésie. Or, Mohamed Dib est un des très gros poètes. Oui, oui. Et donc, on n'a pas de travaux faits sur la poésie. شكون يعرف مالك علولة شكون يعرف نبيل فارس شكون c'est des auteurs, moi je les ai connus personnellement, on était amis et même Djaout, on ne connaît pas sa poésie, on connaît ses romans mais pas sa poésie. Et les universitaires ne travaillent pas sur la poésie. Ah voilà, même Sahbi Mansour qui ne veut pas lire la poésie. Mais comment tu peux me lire? Quelqu'un ne peut pas comprendre mon travail s'il ne sait pas que je travaille la poésie. Parce que même la prose, je la travaille. Travailler la prose, Mohamed Dib, comme il travaille la prose, c'est une prose de poète, c'est pas une prose de prosateur. C'est ce qui fait la différence. Mimouni est un vrai prosateur. Il n'est pas poète au sens où il va travailler autrement le langage. Donc ça dépend. C'est travailler la prose, la travailler comme poète, c'est différent. La différence entre un poète et un prosateur, c'est que le poète travaille sur le mot et le prosateur il travaille sur la phrase. Oui. Et c'est tout. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. À propos d'écriture, monsieur Hassan, si je peux me permettre. Allez-y. Vous êtes influencé. Le point, c'est à cause de aux États-Unis.
Justement, le sorte de pèlerinage que nous avons voulu faire, aller au café, le centre de café de San Francisco, aller à Salinas, voir les deux on sent, et puis à travers les nouvelles choses, les nouvelles questions de tout ça, on sent l'influence qui est certes à la culture américaine. Même l'électronique, on sent l'équilibre. Et le son de l'écrit avec les grands différences, oui, c'est un truc imagé, un truc. Je sais pas, moi je me revendique plutôt de. Je me sens plus proche des écrivains latino-américains, hein, plus qu'américains. Du Nord. Ouais. Mais je sais pas, vous savez, les influences, elles ne sont pas conscientes. Hein. Elles ne sont pas conscientes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que comme je suis, je crois, enfin, j'ai une période de ma vie où j'ai été vraiment un très grand cinéphile et je suis un peu marqué par le cinéma. Donc, j'ai tendance peut-être à écrire de façon un peu à donner à voir plus qu'à lire, quoi. C'est ça. Si on a d'autres interventions, je vous invite. Sinon, on passe à la suite. Avant de conclure ou de passer à la vente dédicace, je tiens à rappeler une chose très importante. D'ici le mois d'août de l'année 2025, il y a un colloque consacré aux travaux de M. Habib Nangour sur la thématique penser les espaces littéraires et anthropologiques dans les travaux de M. Habib Nangour en France, à Cerisay. Donc c'est un colloque très important qui regroupe des universitaires internationaux pour parler des travaux de M. Tangour. Chose que je trouve malheureuse, c'est qu'en Algérie, pratiquement il n'y a pas de travaux sur M. Tangour. Enfin, il y a une étudiante, enfin elle est docteur maintenant à Constantine, elle voulait faire sa thèse. Non, elle a fait sa thèse, doctorat. Mais elle a eu les pires problèmes. On ne comprend rien à ce qu'il écrit. C'est un auteur incompréhensible. On m'a fait la réputation d'être un auteur hermétique. On ne comprend pas ce qu'il écrit. Comment vous comprenez pas ce qu'il écrit? Oui, c'est très compliqué, c'est très difficile. Bon, et ils l'ont embêté. Elle devait faire une co-tutelle avec Mourad Yelles en France. Ils ont dit ah non, au dernier moment, c'est trop tard. Et même pour le jury, elle devait faire venir Mourad Yelles parce que lui, il a pas mal écrit sur mon travail. Ah, Galoula, Saïd, il va nous créer des ennuis, il va te poser des tas. Mais moi, je veux bien qu'il pose Khafou, parce que eux, c'est-à-dire, j'ai vu que même les membres du jury n'avaient jamais lu mes textes. Et le professeur qui devait l'encadrer ne m'avait jamais lu. Comment encadrer? Mais elle a tenu, bon, il l'a aidé, mais c'était autrefois. Najat Radda, autrefois, elle a écrit sur le vieux de la montagne. Enfin, les anciens des années 70-80, Hadouk, oui, connaissaient bien mon travail. Mais maintenant, les nouveaux, je vois, il y a des thématiques. Puis, Tani, le problème, il y a un professeur de littérature français, n'aime pas mon travail. Et Bin Djehna, il conseille aux gens, par exemple, le mythe d'Ulysse, il est dans tous mes textes. Dans tous mes textes, déjà le titre, l'arc et la cicatrice, l'épreuve de l'arc, dans Jean de Mostat, Ulysse chez les intégrés, enfin il y a plein de titres, personne ne travaille, et j'ai vu, il y a eu au moins une dizaine de mémoires et de thèses, et qu'est-ce qu'il travaille sur quoi? Selim Bachi, le chien d'Ulysse. Il a écrit un seul livre avec le titre bien visible, le chien d'Ulysse. Mais lui, parce que ce professeur leur dit toujours, c'est celui-là qui... donc, quand les professeurs de littérature... il y avait une professeure, Mouskina Matet, celle-là, elle m'avait... j'avais très peu, à l'époque, j'avais très peu publié, mais
elle m'avait vraiment, Jacqueline Arnaud, elle c'était la spécialiste de Kateb Yassine. Et elle avait écrit le premier article, Kateb, Khaireddine et moi. Donc elle a les trois auteurs, là au moins, c'est les trois considérés comme les auteurs importants par rapport à l'écriture. Khaireddine, c'est un des grands auteurs marocains, hein, c'est... Khaireddine, Mohamed Khaireddine. Mohamed Khaireddine. Agadir, tout ça, un très grand poète aussi, c'est vraiment, je suis Saïd. Mais... Donc les gens de Mostra, c'est en référence aux gens du Dublin. Bah bien sûr. Oui, il y a une autre. Bien sûr, c'était... Bah oui, c'est même à un moment, il y a quelqu'un qui dit Mostaganem n'est pas Dublin. Parce que, genre, voilà, quand j'avais 16 ans, j'étais en seconde. Au début, moi, ce qui m'a... Bon, les influences, je les vois. Au départ, c'est Victor Hugo, au troisième, les romantiques. Donc, je voulais écrire, petite. J'ai commencé à écrire, oui, juste le printemps 62. J'avais 15 ans. Donc, Hadik, monsieur, c'était rien, hein, j'ai écrit pendant des années. Depuis 62, j'ai pas arrêté. Et c'était Victor Hugo, les romantiques, maintenant. Et quand j'ai lu Joyce, et j'ai écrit une série de textes que j'ai perdus. J'ai perdu sauf un qui a été publié, je ne l'ai jamais eu, je ne sais même pas, il a été publié dans un journal en 1964, un journal qui s'appelait Jeunesse. Mais je n'ai jamais eu je sais même pas ce que, et d'ailleurs je me souviens, c'était comme ça, et à l'époque, je voulais écrire pour le théâtre, c'était, bon, Kaki, on se connaît, c'est-à-dire j'ai la chance, chez Bani Ta'il, connaissait très bien Kaki, il était dans ce milieu-là, donc moi j'ai grandi avec ces gens-là. Par exemple, quand Mikono a fait Français, j'étais parti très tôt, je regardais la peinture de Khadda, la peinture de Balanta, toutes les semaines, donc c'était un milieu, c'était autre chose. Et puis là, on était dans le milieu de Malhoun et tout ça, donc il y avait, c'est les influences, c'est pour ça les influences on les a au début, mais c'est comment petit à petit trouver sa voie en sortant. Le mouvement surréaliste a été très important pour mon travail. J'ai écrit un petit texte sur le surréalisme au Maghreb, mais ce texte, il a été traduit dans plein de langues et à chaque fois j'ai dit, bah non, je l'avais écrit comme une plaisanterie et c'est devenu un texte parce qu'il était paru dans les années 80 et je l'ai republié dans le soulèvement Algérie et retour. Parce que Hadou, maintenant, bon, moi mes éditeurs étaient en France et avec APIC, comme tous mes livres sont épuisés, je réédite tous mes anciens livres, mais c'est pas... Ça reste... Gali Apic, ils vendent pas tellement. Par exemple, Jean de Mostar, il est paru chez Actes Sud, Sinbad, après ils n'ont plus voulu de moi, parce qu'en France il faut vendre beaucoup, sinon ils veulent pas, hein. C'est comme ça, il faut minimum, c'est à partir de 5000 exemplaires, ils vous considèrent. Si vous ne faites pas 5000 exemplaires, Rachouf, Nourdin Saadi, il était chez Albin Michel, au bout du 3e, ils lui ont dit non, vous ne vendez pas assez. C'est comme ça, sauf si l'éditeur aime un auteur, même s'il ne vend pas, il veut son auteur parce qu'il pense à autre chose. Il y a des auteurs qui ne vendent pas, mais qui sont considérés comme de très grands auteurs en France. Gallimard les a, je sais pas, qui a eu le prix Nobel, qui ne vend pratiquement pas, qui est en Pléiade, qui ne vend pas beaucoup, c'est dans le nouveau roman. Dans le nouveau roman, un des auteurs. Annie Ernaux aussi. Hein? Annie Ernaux. Non, Annie Ernaux, elle vend. Non, c'est un auteur. Ah, ça y est, donc, Rahmi. Oui. C'est un auteur qui est assez. Nouveau roman. Dans le nouveau roman, qui est assez difficile, mais
bon, il est en Pléiade, mais je connais très peu de gens, sauf les chercheurs universitaires. Et pour la poésie, c'est pas bon. En France, ils ont c'est-à-dire que pour la poésie, ils travaillent surtout sur la poésie française. Française, pas francophone. Et ce qui fait que les seuls, quand ils les ont admis dans leur cénacle, c'est Sangor et Césaire. C'est les seuls qu'ils ont introduits comme grands poètes. Sinon, les universitaires travaillent sur la poésie française. Pardon, qui est-ce qui vend les livres? C'est la maison d'édition ou c'est l'auteur? Ah non, l'auteur ne vend rien. C'est la maison, non, c'est tout un circuit. La maison d'édition, il y a un diffuseur qui prend le libraire. C'est les libraires qui vendent. C'est pas la maison d'édition. C'est le libraire qui va vendre les livres. Le libraire passe par un diffuseur. Le diffuseur, la maison d'édition lui fournit les livres. Il y a toute une chaîne. Ah oui, c'est toute une chaîne. En Algérie, c'est une autre histoire. Comment ça s'est passé ta collaboration avec Koreshi? Oui, justement. Ah bah, avec Koreshi, c'est... je connais une galerie. Bon, au Luxembourg, j'ai fait plusieurs lectures. Non, déserté. Voilà, Hada, c'est le... tu n'as pas fait les dessins? Donc, le directeur de la galerie a dit, la galerie Simoncini, avait entendu une lecture de ma poésie. Il m'a dit, ah, j'aimerais bien, et j'ai vu, il a déjà dans sa galerie publié plusieurs livres d'artistes. Mais le Bad Gali, moi j'aimerais bien, j'ai entendu, montre-moi le texte, parce que j'avais une résidence d'un mois, là j'ai écrit un texte, Gali avec quel peintre? Moi je connais Tibouchi, Gali, mais qu'est-ce qu'il y a comme peintre? Moi, malheureusement, les peintres algériens que je connais sont morts. Ben Antar, j'ai fait des choses avec lui. Khadda, Gali, il y a Koreshi, parce que je me souvenais, j'avais déjà travaillé avec lui il y a longtemps. Il voulait Koreshi. Gali, le directeur de la galerie, Gali, à Koreshi, Gali, parce que c'est une galerie, il fait l'expo plus le livre. Koreshi, Galou, moi je fais des grandes sculptures, Béchidjou, puis ils vont très cher. Koreshi, ils vont très cher. Très cher. J'ai regardé dans les catalogues, c'est-à-dire c'est parmi les plus cotés. C'est le plus coté. Donc vraiment, Galou, Gali Anaya, Mbad, bien à la galerie, Galou Anaya, bon, les gens qui m'achètent, des fois les tableaux c'est 40 000 euros, 50 000 euros, mais pas plus. Galou, c'est des petites choses. Ah, Galou Anaya, Galou. Il a appelé son truc aux États-Unis, Galou se va combien? C'était de 200 000 $, je sais pas quoi. Galou, c'est pas possible. Mais le Bad, il a apporté des petits gravures. Galou, tu me laisses le temps. D'habitude, le livre, il y a une ou les deux gravures, 3 gravures. Ouais, on en a fait 29. Bah, il a travaillé. Le livre, il vaut 300 €. Parce que il y a eu 60 exemplaires. Et après, il y a un tirage papier qui m'a ordinaire, mais là, il n'y a pas les gravures dedans. Ça vaut 10 €, il n'y a que le poème. Et donc, on a fait l'expo à la galerie, on a fait la lecture, on a présenté le livre, voilà. Non, on n'a pas. Fait le bled, on n'a pas encore D'abord, il n'y a pas, parce qu'il faut un papier particulier, les livres sont dans des coffrets, il faut fabriquer des coffrets. C'est tout un travail on n'a pas encore
c'est pas une culture de ce type. Bah, c'est-à-dire il faut d'abord apprendre. Mais on peut avoir, c'est facile, c'est Jib, les gens ils t'apprennent. Et les imprimeries sont des imprimeries particulières, c'est les vieilles imprimeries, c'est pas sur. Et on avait tout ça. Für France, on avait. Et quand on regarde en Europe la poésie, par exemple, tous les poètes, par exemple, tous les grands peintres de l'époque cubiste, Picasso, voilà comment. Ça c'est voilà la galerie, voilà l'expo, voilà. La galerie de Quraishi. Oui, de Quraish, la galerie où Quraishi est exposé. Voilà, c'est les hadous, c'est des voilà, voilà le directeur de la galerie, André Simoncini. Voilà. Et donc c'est il en a fait qui m'a enfin Il y a un truc qu'il a fait qui est extraordinaire, Quraishi. Il a financé un cimetière en Tunisie. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est extraordinaire. Et il va faire, il a fait à Amboise, il a fait un jardin et c'est-à-dire comme l'argent qu'il paye, et il va oui, il fait des choses oui, c'est ça. Mais كان هو من Deleuze, Ain Baïda, je crois, hein, Ain Baïda. Mais il a vécu surtout en Tunisie, c'est là il avait son âme. كنت نعرفو من كان في سيدي بوسعيد, il avait ce... Bah oui, il a fait ses études ici, lui. Oui, je sais. Les beaux-arts, c'est ça. Oui, il a fait les beaux-arts et tout. Donc, oui. أنا بداني وقراش باسكو suivant les archives des hommes, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personnalité de Mouchid. أنا اللي مسخري معهم راهم هادو على طنجور. يهضر على الكومبلو تاع لوس. C'est là où il m'a appris que Tangor, il était le responsable de l'Os en Israël. On a les qui m'ont dit à partir du mois de mars-avril 50. Le seul, les Magersh, حتى واحد على واحد اللي هو والكولونيل أميروشا كانوا ensemble la même passion, c'était une passion de Mostaganem. كان عندها deux sections de la section de Mostaganem كان حاكم مع طنجور محمد باباك ولا section de Golizan كان حاكم مع واضح فنعطية ولا جوان تاعو سيتي أميروشا. Donc je confirme هاد الهضره اللي هضروها في الارشيف c'est la même chose اللي عطاوهم لي ريسكابي بينهم كويني ومدني بواديك راهي طولوا في عمره والحاج كويني مات en 2020 هذا يعرف كويني. شكرا. Merci. Oui. Je remercie les deux auteurs qui nous donnent une inscription. Un aperçu sur l'évolution de la société algérienne, surtout M. Tangour qui nous donne la société Mostaganem et surtout les échos politiques. Comme on dit notre collègue Chir, les archives d'Aix, ça en plein de documentation qui raconte l'histoire de la société indigène et algérienne, surtout, moi j'ai consulté plusieurs années les documents qu'on nous a donnés sur lui. C'est quand même mieux d'écrire sur votre livre qui nous intéresse, un jour, comme les historiens. Les historiens qui établissent les écrivains, les auteurs, les biographes, les sociologues. Chez les coutumiers, vraiment c'est intéressant. Merci.
Merci. S'il y a une autre intervention, sinon on passe à la vente dédicace. Je pense que on a beaucoup à découvrir à travers les livres, donc c'est l'occasion d'en avoir le plus. Merci à tous, merci pour votre présence. Je vous invite à venir ici et à prendre des